à tous et merci de nous rejoindre au Parlement européen à Bruxelles. Alors nous vous proposons tout de suite de nous pencher sur la fameuse route des Balkans. C'est celle que les réfugiés empruntent pour rejoindre l'espace Schengen et l'Union européenne en partant de la Syrie, des pays alentours, via la Turquie, la Grèce et en traversant plusieurs pays de l'ex-république yougoslave. Tous ces États sont d'ailleurs candidats à l'adhésion au club européen, mais ils souffrent de la présence de mafias rentabilisant au maximum le trafic d'êtres humains ou d'armes. Et du coup, ils cherchent à multiplier les contrôles à leurs frontières pour évidemment lutter contre le terrorisme, quitte parfois à bloquer ou détourner les flux. Et pour ne rien arranger, eh bien, l'hiver sera rude et il fait craindre une grande crise humanitaire chez les migrants. Nous allons en parler aujourd'hui avec trois personnalités qui connaissent bien cette région. Alois Peterle, bonjour. Vous êtes député européen, ancien Premier ministre de Slovénie, du Parti populaire européen. C'est aussi votre parti, Madame Quisthoudt-Rowohl, mais d'un tout autre pays qui est bien sûr au centre de cette actualité, toujours l'Allemagne. Vous êtes députée européenne du parti d'Angela Merkel, je le rappelle, et vous êtes aujourd'hui en compagnie aussi de Duško Lopandić. Bonjour. Vous êtes, vous, ambassadeur de Serbie auprès de l'Union européenne. Alors, à tous, évidemment, il faut nous expliquer en quoi cette route des Balkans est devenue si importante et pourquoi elle divise tellement l'Europe. Madame Quisthoudt-Rowohl. La route des Balkans est devenue importante parce que les autres routes sont beaucoup plus dangereuses. Alors, un jour ou l'autre, les migrants, les réfugiés se sont mis en marche. Et bon, on marche et on continue. Et on va d'un pays à l'autre. Et après les Balkans, c'est l'Autriche. Et après l'Autriche, c'est l'Allemagne. C'est la situation géographique qu'on ne peut pas changer. Monsieur Peterle, il n'empêche, ça pose des problèmes évidemment à la région, avec des frictions d'ailleurs très importantes de part et d'autre de Schengen, ceux qui n'y sont pas encore et ceux qui sont déjà comme votre pays, la Slovénie. Je voudrais dire que la route Balkan est la route principale et on a sous-estimé ce développement qui est là et ce n'est pas facile pour tous les pays. Nous pouvons commencer par la Turquie, la Grèce, Macédoine, Serbie, Croatie, Slovénie. Et il nous faut solidarité, coopération. Et je voudrais dire que la situation s'est améliorée déjà. Vous trouvez que la situation s'améliore, vous qui êtes en Serbie et qui voyez justement ce flux migratoire. Alors, il décroît un petit peu à l'approche de l'hiver, mais il est quand même inquiétant. On ne sait pas quoi en faire tellement. Oui, bien sûr, l'hiver approche, les nombres changent, mais je suis d'accord avec M. Peterle que les choses s'améliorent grâce aussi aux initiatives de l'Allemagne et de la chancelière Merkel et de M. Juncker, surtout. Mais pourquoi les initiatives de l'Allemagne? Parce qu'on a organisé plusieurs sommets, réunions à haut niveau où on s'est mis d'accord à peu près d'échanger des informations et que les gouvernements coopèrent un peu mieux. Mais il y a bien sûr aussi des différences qui existent d'approche entre différents gouvernements. Pour dire juste quel est le problème, le niveau de problème, nous avons cette année 25 fois plus d'immigrés que l'année dernière, à peu près 1,5 million qui ont traversé la Serbie. Alors, en effet, les migrants sont arrivés cette année sur le sol de l'Union européenne en empruntant, alors on le disait, dans un premier temps, des embarcations de fortune sur la Méditerranée, mais aussi et de plus en plus, ils sont passés par voie terrestre via les Balkans. Alors, comment ces pays frontaliers de l'espace Schengen réagissent-ils face au flux et quels sont les enjeux pour toute l'Europe? Plusieurs ministres des Balkans occidentaux étaient réunis en début de semaine à Sarajevo. Objectif, se coordonner contre le trafic d'armes dans leur région, car une partie des fusils d'assaut des attentats du 13 novembre à Paris ont été produits en Serbie. Autre défi pour ces candidats à l'UE, la crise migratoire. Certains ont décidé de refermer leurs portes aux migrants économiques. Ainsi, les refoulés de Macédoine ont dû être évacués manu militari par les autorités grecques. Et la Serbie menace de ne plus laisser entrer aucun réfugié si ses voisins européens font de même. S'il vous plaît, soutenez les gens car ce sont des êtres humains. Si vous ne les aidez pas, ils vont mourir. La destination rêvée des demandeurs d'asile reste l'Allemagne, où 965 000 ont d'ores et déjà trouvé refuge.
Malgré la contestation interne à son propre parti, les chrétiens démocrates, Angela Merkel ne vacille pas. Au 60e anniversaire des travailleurs invités, elle réaffirme l'utilité des migrants. Ils ont non seulement contribué au miracle économique allemand, mais ils y ont aussi activement travaillé. Une chancelière désignée personnalité de l'année 2015 par le magazine américain Time pour sa capacité à faire face aux défis pour toute l'Europe. Alors cette traversée des Balkans, elle est devenue de plus en plus difficile, en l'occurrence via la Slovénie, la Serbie, la Croatie et la Macédoine. Ils ont décidé, tous ces pays, de refouler ceux qui ne viennent pas d'Irak, de Syrie ou d'Afghanistan, c'est-à-dire de procéder à un premier tri, ceux qui ont la chance en fait d'être considérés comme de vrais demandeurs d'asile. Monsieur Peterle. Oui. En Slovénie, alors, nous avons vu presque 300 000 de réfugiés, mais la majorité absolue n'était pas de Syrie. Et il y a des réfugiés de beaucoup de pays. Et alors, je pense que tous les pays désirent de contrôler la situation et aussi de savoir qui sont eux qui viennent chez nous. Et la Slovénie a enregistré beaucoup de réfugiés et c'est important aussi pour notre sécurité. Et nous sommes aussi un pays de Schengen, alors il y a des devoirs. Oui, mais alors, du coup, on procède à un tri, même en Serbie aussi, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on se dit par avance, oh là là, tout ce qui n'est pas, en effet, d'Irak, de Syrie ou d'Afghanistan risque d'être refusé après, sur le chemin, vers l'Autriche et l'Allemagne. Donc, c'est à nous de les trier tout de suite. Pour revenir au début de la crise qui commence, je pense, surtout au mois de mai cette année, où les chiffres ont augmenté de manière incroyable, je voudrais dire d'abord que notre gouvernement a adopté une approche, disons, des droits de l'homme. Nous avons essayé d'organiser ces flux de certaines manières, mais les réactions, comme on a mentionné, étaient différentes. Notre gouvernement a dit qu'on ne va pas imposer les barrières, et ce que nous faisons toujours. Il n'y a pas de barrières en Serbie sur la frontière. Nous acceptons déjà, nous avons des systèmes d'enregistrement. Ce qui n'est pas le cas de tous les gouvernements. Attention, la Macédoine est en train de faire une clôture. Il y a eu dans l'Union européenne aussi, on a vu la Hongrie, etc. Une espèce de... Quand même, c'est pas très coordonné tout ça. Les routes changent en fonction de ce que font chacun des États membres et beaucoup rejettent la faute sur l'Allemagne qui aurait ouvert les portes. L'Allemagne n'a pas ouvert les portes. La chancelière a dit à un certain moment, au moment où les réfugiés étaient devant les frontières allemandes, nous y parviendrons. Oui, mais qu'est-ce qu'on voulait faire à ce moment-là? On a fait des fautes il y a 2 ans, il y a 3 ans, parce qu'on n'a jamais tenu compte de ce qui pouvait arriver. Mais au moment où les réfugiés, les demandeurs d'asile sont à vos frontières, soit vous tirez sur eux, ce qu'on ne veut pas faire, soit d'une façon ou d'une autre, on les soigne et on commence à les intégrer, les accepter, les registrer, comme vous dites, etc. Je crois qu'il n'y a pas tellement de possibilités, mais si je peux dire peut-être encore quelque chose, c'était évidemment une réaction momentanée de la chancelière. Depuis lors, il y a eu plusieurs semaines qui se sont passées. Et l'inquiétude, y compris chez les Balkans, qu'elle ferme véritablement, définitivement aussi la porte à ces réfugiés, qu'ils se retrouvent dans cet espace entre deux. Hein. C'est peut-être aussi ça, non? Je voudrais dire que le vrai défi est parce que l'Union européenne n'était pas capable de contrôler la frontière extérieure, non? Oui. C'est ça, c'est une énorme frontière extérieure. Si on parle de la Grèce, c'est la Méditerranée. Si on parle de l'Italie, c'est compliqué aussi. Oui, mais disons, ce n'est pas vraiment praticable. On le demande toujours et on dit il faut contrôler les frontières extérieures. Mais si on voit la forme de l'Italie, ce n'est pratiquement pas possible. Ce qui fait que c'est un devoir absolu pour les Européens de veiller à ce qu'il n'y ait pas de source d'émigration. C'est-à-dire d'essayer de pacifier le Moyen-Orient, de donner une perspective économique aux pays les plus pauvres et les plus faibles.
Alors pour l'instant, vous êtes à l'extérieur de la frontière Schengen, juste à l'extérieur, pays candidat, on le disait, le Haut Commissariat aux réfugiés s'inquiète de l'arrivée d'un hiver très rude, en effet, en disant attention, ces réfugiés risquent de se retrouver dans un no man's land inhospitalier, avec pas de structure d'accueil prévue, puisque vous n'avez pas l'habitude de faire face à un tel flux, par exemple. Oui, il faut ajouter que quand même dans la région, nous avons une certaine expérience de réfugiés des années 90. En Serbie, concrètement, nous avons eu plus d'1 million de réfugiés il y a 20 ans. Mais de la guerre des guerres yougoslaves, soyons clairs. En ce moment, c'était un petit peu différent, c'était chez vous. Absolument, c'est très différent. Nous avons, dès le début, aussi insisté à ce qu'une politique, disons, unifiée soit adoptée par l'Union européenne, parce que nous sommes un petit pays qui se trouve à l'intérieur, même physiquement, de l'espace Schengen. D'un côté, la Grèce, de l'autre côté, la Slovénie, l'Autriche, etc. Et tout dépend du fait de l'Union européenne. Il y avait un plan de répartition au niveau de l'Union européenne, etc., M. Peterle, mais on a quand même vu qu'entre eux, les pays s'envoyaient des noms d'oiseaux à mesure que certains fermaient leurs frontières, d'autres non, etc. Il y a eu une tension terrible. La chancelière a même parlé de raviver les tensions guerrières dans cette région des Balkans. Alors, il est clair que nous devons être solidaires et qu'une politique bien coordonnée est nécessaire. Sans ça, nous allons avoir beaucoup de difficultés. Et quand on n'est pas une politique européenne, les pays membres ont en difficulté et entreprennent leurs propres activités et mesures. C'est la première fois qu'il faut vraiment une politique européenne commune pour la migration. Jusqu'à présent, quand on voit le problème de Lesbos, de Lampedusa ou de Ceuta, le problème espagnol, on a toujours laissé les pays essayer de résoudre leurs problèmes. Maintenant, c'est devenu tellement massif, nous sommes obligés de coordonner les politiques et je crois que ça va pas à pas de mieux en mieux. Alors, on a quand même vu que cette route des Balkans était aussi empruntée malheureusement, et peut-être à dessein, il faut dire, par des terroristes, dans le cas des attentats de Paris, et qu'ils étaient porteurs d'armes qui avaient très souvent été fabriquées dans les Balkans aussi. Hein. On parle par exemple d'un M70 fabriqué à Belgrade dans les années 80, évidemment de AK-47 d'Albanie. Alors ça, est-ce que cette plateforme de fourniture d'armes qui ne sont pas répertoriées dans l'Union européenne, vous êtes aussi en train d'essayer de lutter contre ? Il n'y a pas d'abord d'usine d'armes à Belgrade, mais il y a en Serbie, c'est vrai. Et il y a des trafics qu'on connaît, des armes de la guerre des Balkans. Il y a d'autres trafics d'armes dans le Moyen-Orient qui est aussi beaucoup plus important, mais c'est vrai qu'il est extrêmement difficile, disons, de contrôler ces flux, étant donné le nombre de personnes. Bien sûr que les services devraient coordonner et coopérer dans ce sens. Et nous, par exemple, en Serbie, nous avons enregistré tout le monde qui était. Il y avait dans certains pays qui n'étaient pas, au début, au moins, capables d'enregistrer tous les réfugiés, mais chez nous, ils ont été enregistrés. Alors, nous avons, par exemple, une banque de données qui serait possible d'utiliser, disons, dans la recherche de certaines personnes, comme la personne qui était, par exemple, impliqué dans l'attentat de Paris. Alors, votre voisin, il fait partie d'un pays, on le disait, candidat, qui aspire à rentrer dans le club européen et dans l'espace Schengen. Mais qu'est-ce qu'il va rester de Schengen, puisqu'on le met tellement en cause aujourd'hui? Et je pense que tous les pays candidats peuvent montrer qu'il peut respecter les valeurs, les principes et les règles. Et alors, pour les pays candidats, c'est pas seulement un défi, c'est aussi une opportunité d'agir à la manière européenne commune.
En attendant, en effet, on est en train de colmater Schengen comme on peut, avec véritablement des interrogations sur son avenir. On a libéralisé les visas pour la plupart des pays des Balkans, à quelques exceptions près. Est-ce que c'était une bonne chose? Est-ce qu'on doit revenir sur cette idée que Schengen doit être un club de libre circulation qu'on va élargir? Je crois que le principe de Schengen doit être gardé. C'est le principe. D'un autre côté, il y a une différence entre les temps normaux et les temps de crise. Pour les temps de crise, il faut des solutions de crise, des solutions qui ne sont pas définitives, qui sont passagères. Et puis, on retrouvera, je l'espère très fort, un jour ou l'autre, la situation normale. Et l'acquis de Schengen, à ce moment-là, entrera de nouveau en force. Vous êtes inquiet? Oui, je suis inquiet de la situation en général, pas tellement d'histoire de visa, parce que je pense que nous avons montré dans cette crise que la Serbie est capable, disons, de gérer un problème sérieux, que, par exemple, chez nous, il n'y a pas eu du tout d'incident avec ce grand nombre de personnes qui ont passé. Et comme je dis, nous avons été capables, disons, de traiter tous ces gens de manière digne en respectant les droits de l'homme. Je pense que c'était très important dans cette situation qui est difficile pour chaque pays. Merci à vous en tout cas d'avoir bien illustré ces débats sur la route des Balkans. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous restez bien sûr en notre compagnie pour notre seconde partie où nous retrouvons comme toujours notre grand invité. À tout de suite, juste après la pause.